En France, l'élection présidentielle réserve toujours des surprises. Eh bien, ça sera encore le cas en 2027, peut-être, parce que Marine Le Pen, qui partait plutôt favorite, eh bien, pourrait être disqualifiée. Ce n'est pas encore complètement définitif, mais sa peine d'inéligibilité de 5 ans qui vient d'être décidée, assortie d'une exécution provisoire, c'est-à-dire d'une exécution immédiate, eh bien, pourrait l'en empêcher. C'est un coup de tonnerre dans le paysage politique français. On va en parler, on va voir toutes les conséquences que ça peut avoir sur le Rassemblement national, sur le paysage politique français, sur l'avenir de M. Bayrou, sur l'avenir de Mme Le Pen, sur l'avenir de Mme Bardella, sur votre avenir. On va en parler. Avec Jim Jarassé. Bonjour Jim, bonjour, oui. Rédacteur en chef du service politique du Figaro, avec Guillaume de Monjou, qui a passé un petit moment avec Marine Le Pen il n'y a pas très longtemps, quelque part en Afrique, du côté de N'Djamena, au Tchad, en Afrique centrale, avec Loris Boischaud, qui est journaliste au service politique du Figaro, et puis avec Frédéric Dabi, qui est le directeur général de l'IFOP, et qui va nous parler des sondages, justement, qui viennent de tomber. Alors, pour la petite histoire, je vous le dis, on est en direct sur le site internet du Figaro cet après-midi, en même temps que nous serons, et que nous sommes, à partir de 22 h sur Figaro TV. Alors, Jim, coup de théâtre quand même. Oui, vous avez dit tremblement de terre, je crois. Surtout qu'elle était plutôt assez confiante. Hein. Oui, en tout cas, c'est un véritable séisme politique. Je crois que c'est le mot qui revient un peu partout aujourd'hui, mais il n'est pas du tout galvaudé. C'est une décision judiciaire qui a évidemment un impact politique majeur sur la prochaine élection présidentielle. Il faudra voir les conséquences à long terme de cette décision, puisqu'on vient d'apprendre que Marine Le Pen avait choisi de faire appel de cette décision. Mais aujourd'hui, on peut dire à l'instant T qu'elle ne pourra pas être candidate à l'élection présidentielle de 2027. C'était la candidate naturelle du premier parti de France. Donc on mesure, rien qu'en formulant cette phrase, l'ampleur du choc politique que représente la décision du tribunal judiciaire ce matin à Paris. Et puis, séisme politique pour le RN, on va en parler, et puis séisme politique pour le reste de la classe politique, puisque toutes les plaques tectoniques de la classe politique vont bouger après ce choc de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Alors, vous me permettez, je vais évacuer l'affaire de Lafelle, comme ça, techniquement, on sera sorti de là. Elle peut faire appel de la décision dans sa globalité et non pas uniquement de l'exécution provisoire comme ça avait été commenté au début. Cet appel, il va être interjeté par l'avocat, ça y est, il l'a annoncé. Quand est-ce qu'il va être instruit? Quand est-ce qu'il passera devant une cour d'appel? Mystère et boule de gomme, vraisemblablement quand même bien avant l'élection présidentielle. Il faut que ça soit bien avant, parce que sinon, si c'est juste avant, ça complique les choses. Et rien ne dit qu'à l'issue de cet appel, eh bien, la décision soit différente, surtout que on peut encore décider de l'exécution provisoire. Et à ce moment-là, bon, elle pourrait se pourvoir en cassation, mais d'ici là, l'élection présidentielle serait passée. Alors, Guillaume, à votre avis, elle sera, et elle se prononce tout à l'heure, elle va être combative ou au contraire, on jette l'éponge? Je pense qu'elle n'est pas tout à fait du genre à jeter l'éponge. Ouais. C'est une battante, mais en disant ça, j'ai l'impression qu'on fait résonner l'image du père qu'elle a eu, qui n'a jamais fait de marche arrière sur rien. Et ça, c'est le propre je pense, de Marine Le Pen, c'est qu'elle a quand même peu à peu adhéré à la psychologie de son père. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on est avec elle, là j'ai passé 2 jours avec elle au Tchad, on a l'impression d'être peu à peu devant une femme qui a incorporé la combativité, la fermeté dans les options de son père et qui montrait un certain déni il y a 10 jours de cette décision qu'on a entendue tout à l'heure. C'est-à-dire que c'était très étonnant de la voir à ce point déterminée à se dire « je ne me pose pas la question avant que le jugement tombe ». Et tout à l'heure, quand elle est sortie du tribunal, on a juste entendu murmurer « c'est incroyable ».
Et elle s'est levée et elle est partie. Donc elle n'y croyait pas. Je crois que jusqu'au dernier moment, elle n'y croyait pas. Donc je ne la vois pas du tout lâcher le combat. Je pense qu'elle a, en même temps, peut-être inconsciemment, et si vous me permettez une lecture un peu hasardeuse, peut-être qu'elle a pas très envie d'occuper le pouvoir, mais elle veut que ses idées triomphent et elle veut que... Ah, c'est important, ça, ce que vous dites, là. Moi, je crois je sens pas qu'elle ait, comme certains fauves politiques, chevillé au corps l'envie d'y être elle-même. J'ai la sensation que ce qu'elle a envie de faire, c'est d'être fidèle à une sorte de loyauté inconsciente à l'égard de ce combat, de maintenir une identité française intègre, de lutter contre les forces qui s'abattent par l'Europe et par toute cette internationale, disons. Elle a vraiment une sorte intérieurement une résistance, une force de résistance, mais je ne crois pas que ce soit elle, personnellement, qui soit déterminée à absolument elle-même occuper la première fonction de l'État. Est-ce que ça peut dégrader son image? Ça peut... Il est trop tôt peut-être pour le dire. Ça va créer une sympathie terrible dans son socle électoral, qui est déjà extrêmement fidélisé. C'est-à-dire que ça va resserrer le pacte. Déjà, dans l'enquête IFOP-JDD, préalable bien sûr au prononcé des peines aujourd'hui, elle arrivait à rassembler 91 à 95% de son électorat de 2022. De son socle électoral. De son socle électoral, qui maintenant s'est bien sûr élargi à des catégories. Dans cette enquête, elle est en tête chez les retraités. Ça, c'était jamais vu, sauf aux élections européennes. Alors, vous savez, est-ce que la question de l'honnêteté, la probité est majeure dans un scrutin? On se souvient de la campagne de 2002, et vous avez utilisé le terme de coup de tonnerre tout à l'heure. Le coup de tonnerre, c'était l'élimination de Jospin. Le deuxième coup de tonnerre dans l'histoire, c'était 2011, où il y avait eu également l'élimination, pour d'autres raisons, d'un candidat favori à l'élection présidentielle. Et effectivement, dans cette enquête, on voit le côté pole position du vote de Marine Le Pen. Et je le disais, en 2002, il y avait un candidat, Jacques Chirac, qui était cerné par des affaires. Sa probité, son honnêteté était mise en cause. Et ça n'avait pas rien changé, ou presque, au rapport de force électoral. Je note que quand les réquisitions sont tombées au mois de novembre, il y a eu très peu de mouvements d'opinion. On avait fait une enquête, fiduciale pour le Figaro et Sud Radio d'attention de vote. Elle était entre 36 et 38% d'attention de vote. Jordan Bardella, qui était testé, qui serait ce seconde best, ce candidat avec des gros guillemets de substitution, était entre 34 et 35. Donc pour l'instant, dans un contexte où les Français sont beaucoup moins dans la campagne présidentielle, peut-être que nous tous, passionnés de politique, ils ne sont même pas dans la campagne des élections municipales, les conséquences ne sont peut-être pas si évidentes que ça. Pour autant, compte tenu, ça a été très bien dit par Jim, compte tenu du séisme, ça ne pourra pas ne pas avoir de conséquences sur toute partie du corps électoral. Si elle ne peut pas se présenter, Loris Boischaud, c'est Jordan Bardella. Ou c'est pas aussi évident que ça? Il est présenté comme effectivement le dauphin. Le plan B, comme le dauphin. Lui-même a mené une campagne au premier plan comme tête de liste aux élections européennes, puis au premier plan pour Matignon lors des élections législatives, et il est celui que Marine Le Pen a choisi pour lui succéder à la tête du Rassemblement national, même s'il a été élu face à Louis Alliot. C'était le favori. Donc les regards maintenant se tournent vers Jordan Bardella, surveillé de près par les figures du camp présidentiel, François Bayrou, Édouard Philippe, et par tous les ambitieux en vue de 2027, qui se préparaient à élaborer une stratégie pour combattre Marine Le Pen et qui là vont devoir revoir a priori une partie en tout cas de leur argumentaire, de leur stratégie. C'est un changement aussi qui est surveillé de près. Au-delà de ça, les plaques tectoniques de l'opinion sont une inquiétude dans une partie du camp présidentiel. François Bayrou lui-même craignait, en cas d'empêchement de Marine Le Pen par la justice en 2027, c'était son expression en privé, un choc dans l'opinion publique. Et quand on parle avec certains ministres, ils évoquent, ils disent qu'ils redoutent une trumpisation, entre guillemets, c'est leur expression, d'une partie de l'électorat, une révolte d'une partie des électeurs du Rassemblement national, avec des attaques contre la justice qui sont présentées par les responsables du Rassemblement national et qui risquent de ruisseler dans l'électorat aussi des attaques. On va analyser les conséquences sur le reste du paysage politique et sur la présidentielle. Mais je voudrais qu'on en reste là sur le Rassemblement national. Est-ce que Bardella c'est Le Pen c'est Bardella, ils ne sont pas interchangeables?
Non, Jordan Bardella lui-même, bien que dauphin de Marine Le Pen, bien que entré en politique sous l'influence de Marine Le Pen, a pris soin ces dernières années de faire entendre une musique différente de Marine Le Pen, allant sur une ligne plus identitaire, plus libérale sur le plan économique, dans une stratégie de complémentarité et d'élargissement de la base électorale, notamment en direction des retraités, d'une droite plus classique, d'électeurs de droite plus classiques, et ça a semblé marcher avec un score important aux élections européennes de plus de 30%. Et donc de ce point de vue-là, on peut imaginer qu'il tentera de poursuivre cette stratégie-là d'élargissement. Il est aussi populaire que Marine Le Pen. Oui, ils sont vraiment quasiment équivalents. Dans le socle. Oui, dans le socle. Vous vous rappelez le baromètre de l'ambition présidentielle fait avec Le Figaro et Sud Radio il y a quelques semaines? Il y avait symboliquement 1 point de plus de Français et 2 points de plus de sympathisants RN qui souhaitaient que Bardella soit candidat à la présidentielle par rapport à Marine Le Pen. Mais du point de vue du socle, on est à 34-37 pour Marine Le Pen, on était à 34-35 pour Jordan Bardella, c'est l'épaisseur du trait, mais comme le dit Loris, il y a des éléments de complémentarité. Jordan Bardella, par exemple, en popularité, est plus fort chez les jeunes, et plus fort chez les cadres supérieurs, qui sont une catégorie qui manque encore au RN, même si Marine Le Pen, dans l'enquête d'hier dans le JDD, arrivait autour de 18-20%. Du côté des milieux économiques, des dirigeants d'entreprise, il a une plus grande crédibilité. Mais sa jeunesse n'est pas un handicap? Ça sera la campagne. J'allais vous dire, on n'est pas sur un vote d'étiquette, Yves, dans une élection présidentielle. Loin de là, c'est l'élection où l'étiquette partisane compte le moins. C'est dans l'imaginaire des Français, la rencontre des candidats avec le pays, le déploiement d'un cap, d'une vision du monde. Le récit de sa vie et le récit de la vie de Bardella est par définition plus court et plus ramassé que la triple candidature de Marine Le Pen. Donc, dans ce cadre-là, ça ne sera pas les mêmes du point de vue de la campagne électorale, mais sociologiquement et en termes de socle à froid, on est sur 2 blocs à peu près équivalents. Mais je voudrais qu'on réponde à ma question. Est-ce que c'est évident que si elle n'est pas là, ça sera lui? Honnêtement, oui. Oui. Enfin, aujourd'hui, je veux dire, honnêtement, oui. La question qui va se poser pour Jordan Bardella, si jamais il doit être le successeur de Marine Le Pen, c'est à la fois de faire preuve de crédibilité et d'une forme d'expérience politique. À ce titre-là, je pense qu'il ne faudra pas prendre comme référence la campagne des européennes, puisque, comme l'a dit Frédéric, la campagne des européennes, c'était peut-être plus une campagne d'étiquette. Là, la présidentielle, c'est une campagne d'incarnation. Donc là, on va regarder Jordan Bardella et lui-même. Et on a vu quand même Jordan Bardella, on va dire, dans ce qu'on appelle le money time, dans le moment peut-être le plus crucial avant une élection, commettre des erreurs que ne commettait pas Marine Le Pen. Donc ça, c'est évidemment la question de l'expérience politique. Deuxième chose, je pense que le défi pour Jordan Bardella, ça va être d'empêcher un exode d'une partie de la base électorale du Rassemblement national qui pourrait apparaître. Peut-être des anciens électeurs de droite qui reviendraient au bercail, peut-être des électeurs anti-système qui se diraient en fait ce système politique ne marche plus et en fait qui vont se réfugier dans l'abstention. Ça va être ça le principal défi après cette décision pour le candidat du Rassemblement national, quel qu'il soit. Alors, est-ce que, Guillaume, si vous analysez un peu la décision, le jugement du tribunal correctionnel, est-ce que vous estimez qu'il y a matière à discussion, quoi? Vous savez, Nietzsche disait, ainsi parlait Zarathustra, il disait « L'État est le plus froid de tous les monstres froids ». Et c'est intéressant, cette institution judiciaire qui se montre là, froide, vraiment, imparable. On a un jugement que ça fait quand même 5 mois qu'on attend, depuis le mois de novembre, je crois, que la magistrate... et on n'y croyait pas jusqu'au dernier moment. On s'est dit, elle ne va pas oser. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose on est très surpris que vraiment le jugement, la réquisition du parquet, la très très dure réquisition ait été vraiment suivie. C'est-à-dire que vraiment, on a vraiment une personne empêchée de se présenter alors qu'elle est, comme vous le disiez, la première opposante à Emmanuel Macron et la plus sûre d'être au second tour en 2027. Donc je dirais qu'il y a quelque chose de froid dans ce jugement qui nous laisse un tout petit peu tous pantois. Mais pour revenir sur Jordan Bardella, juste un instant, je regarde le score là, juste avant l'émission, j'ai regardé 191 000 exemplaires vendus de son livre. Je trouve ça toujours intéressant d'observer ces chiffres parce que acheter un livre, et là c'est le code barre, c'est JFK, c'est le score de vente en librairie. Et donc
un livre, on va l'acheter sans honte, on va essayer de comprendre qui est le bonhomme. Donc il y a quelque chose d'intéressant autour de la démarche d'aller acheter un livre, et notamment, vous voyez, pas seulement, et je pense que les classes populaires étaient très au rendez-vous de ces signatures en province, on voyait toujours des queues interminables dans les endroits où ils venaient signer. C'est un indice de popularité, de curiosité. De curiosité, et très intéressant, parce que, vous voyez, François Hollande, il en est à 8000 exemplaires. Ah oui. Et oui, mais le précédent, il avait bien vendu. Oui, hein. mais alors voilà. Sarkozy, 1 million, notamment en 2015, quand il revient pour la primaire. C'est un signe intéressant, mais ça n'objective pas un succès électoral. Voilà. Mais je trouve ça intéressant, parce qu'il y a une curiosité du coup sur l'homme, parce que comme vous le disiez, il est sa biographie est très ramassée par l'âge, mais en même temps, beaucoup d'éléments ont été semés. Est-ce qu'il va tenir le choc d'un duel au second tour? C'est vraiment c'est toute la question. Alors, ça change la donne en général, mais ça change la donne à la droite de la droite. Et Marine Le Pen n'était pas toute seule, ni Jordan Bardella, il y a aussi Éric Zemmour, il y a aussi Éric Ciotti, et il y a aussi, d'une certaine façon, Marion Maréchal. Là, ça peut peut-être leur redonner quelques couleurs aux uns et aux autres. Je ne sais pas. Force est de constater qu'ils ont l'air, en tout cas dans ce moment, faire bloc en soutien derrière Marine Le Pen et en critique de la décision judiciaire. Les personnes que vous avez citées sont aujourd'hui en dehors du Rassemblement national. Marion Maréchal, Éric Zemmour, ils ne sont pas dans cette machine qui est une machine, Éric Ciotti non plus, bien qu'allié, qui est une machine électorale. Et c'est pour ça que Jordan Bardella est cité comme le favori. Il va falloir suivre désormais les contre-argumentaires face à Jordan Bardella. Je parlais tout à l'heure d'adaptation des autres candidats potentiels du bloc central pour l'élection présidentielle. Il va maintenant être attaqué sur son inexpérience présumée, sur les changements de ton et de programme du Rassemblement national ces dernières années, sur le fait qu'il n'a effectivement pas gouverné jusqu'à aujourd'hui. Et donc, les candidats potentiels pour 2027 sont déjà en train de préparer ce contre-argumentaire-là, d'ores et déjà. Oui. Est-ce que, Frédéric, à votre avis, elle pourrait aussi bouleverser un peu la donne là, d'ici à 2027, c'est-à-dire se dire, maintenant, plus d'hésitation sur la censure, et ça peut aussi considérablement... Il ne faut pas oublier qu'elle reste députée... faire burler le système, parce qu'elle reste présidente du groupe... C'est pas le moindre des paradoxes, d'ailleurs. Non, mais on est... Tout est possible, une politique de la terre brûlée, de la tabula rasa. Je n'y crois pas à très court terme, mais sait-on jamais. On a un Premier ministre qui est extrêmement affaibli dans l'opinion publique, où la grille de lecture d'inaction sur le mode « il ne se passe rien avec ce gouvernement », excepté ce vote du budget qui a déjà été oublié, peut quand même chauffer à blanc des Français. Mais content, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a changé pour Marine Le Pen aujourd'hui par rapport à 2022 ou 2017 ? Oublions les sondages. Regardons le discours spontané des Français. Le RN et Marine Le Pen, c'est l'alternative. C'est des phrases du genre « c'est son tour ». Donc c'était son tour. Pourquoi pas elle ? On ne l'a jamais essayé. De toute façon, elle ne fera pas pire que les autres. Il y a bien eu Mélanie en Italie et ça se passe bien. Je ne vous dis pas des phrases que je pense, mais des phrases que des Français de droite extrême, de droite, voire du centre expriment. Donc c'est vrai que elle peut brûler ses vaisseaux, elle peut provoquer une censure. Sachant qu'elle ne pourra pas se représenter. Donc tout à fait. Dans son intérêt. Voilà, sachant qu'on est bien d'accord, sachant qu'il faudrait décrocher le PS qui n'a pas voté la précédente motion de censure. Et ajouter qu'elle ne pourra pas se représenter tout à fait, comme vous avez députée. raison. Donc, je n'y crois pas sur le très court terme, mais effectivement, tout est possible. On peut aussi, alors je vais très loin dans l'hypothèse et la prophétie, une candidature, Jordan Bardella en 2027, où il dirait mon Premier ministre, ma Première ministre, sera Marine Le Pen, dites-moi si je me trompe, mais ce n'est pas une fonction élective, elle peut très bien, je pense à Poutine, Medvedev, pareil, c'est une comparaison audacieuse, il pourrait très bien jouer sur un ticket, alors on sait qu'un ticket, ça n'a jamais marché à une élection présidentielle, mais tout est possible dans ce moment que l'on vit depuis... Ça sera un scénario à la sénégalaise. À la sénégalaise, ouais. ou même à l'israélienne avec la rotatia dans les années 80, où il y avait eu des alternances d'entre Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, si je me souviens bien. Donc tout est possible, on est dans un moment où l'inédit devient presque le normal.
Je me permets de préciser, il y a un débat constitutionnel justement sur la possibilité pour quelqu'un qui a été frappé d'une peine d'inéligibilité d'occuper un poste de ministre, en l'occurrence une fonction publique, c'est ce que prévoit la loi, et donc il y a un débat juridique sur... C'est pas tranché. Non, c'est pas tranché. Donc, mais voilà. Je reviens sur un mot sur Jordan Bardella, parce que je pense que c'est quand même important. Ce qui va être compliqué aussi pour lui, ça va être cette espèce de période de tuilage dans laquelle on va rentrer aujourd'hui, entre cet appel qui est interjeté, donc ça peut durer des mois, ça va durer des mois, où le Rassemblement national va être dans une forme d'incertitude sur le candidat qui va représenter, encore une fois, le premier parti de France sur la prochaine présidentielle. C'est-à-dire que Jordan Bardella, demain matin, ne va pas faire une interview au Figaro, c'est peu probable, pour dire « je suis candidat à l'élection présidentielle de 2026 », sauf si ce soir, Marine Le Pen nous annonce qu'elle quitte la vie politique. Je n'y crois pas vraiment. Et donc on va être dans une période de flou dans lequel Jordan Bardella ne va pas pouvoir monter en puissance vers la présidentielle, et Marine Le Pen va chercher, puisqu'il y a aussi au sein du Rassemblement national des entourages qui sont parfois opposés entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, et qui vont s'affronter pour savoir qui doit incarner. Est-ce que Marine Le Pen doit aller jusqu'au bout, attendre l'appel pour pouvoir espérer être renforcée en vue de la présidentielle, comme d'ailleurs l'a été Donald Trump. Ce qui est intéressant quand même, la comparaison ne fait pas toujours raison, mais celle-ci je pense est intéressante. Donald Trump sur le dernier mandat, au moment où il perd, quelques semaines ou quelques jours après, je ne me souviens plus, il y a une procédure d'impeachment qui est prononcée par le Congrès américain. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à reprendre des plumes dans l'opinion. Il y a ensuite cette tentative d'accusation. Vous vous souvenez de cette photo prise de Donald Trump où il est un peu bravache face aux policiers. C'est à ce moment-là que Trump monte de façon impressionnante dans les sondages d'opinion. Il n'est pas exclu que Marine Le Pen puisse elle aussi bénéficier d'un processus d'opinion, d'une vague d'opinion positive comme celle-ci. Donc tout est encore possible. Est-ce qu'on peut imaginer, Guillaume, quand on regarde la société française, que ce jugement soit tellement mécontente tellement une grande partie de la population qui estime que c'est l'élection au suffrage universel qui a été volée d'une certaine façon ou biaisée. On connaît le discours sur la République des juges, tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer un mouvement populaire qui se soulève et qui dise non, désolé. On ne se laisse pas faire. Moi, je pense que le traumatisme, quand même, pour la droite, même pour les... Je dirais pour tout ce qui est... Même M. Mélenchon a condamné. Oui, absolument. Mais parce que le traumatisme de l'affaire Fillon est quand même très présent encore, puisque Macron n'a pas absolument convaincu tout le monde depuis en 7 ans. Beaucoup disent mais c'est une élection en fait qu'il a gagnée un peu de façon indue. Oui. En 2017 avec cette disqualification d'un candidat. Enfin, il n'était pas disqualifié. Il a pu se présenter. Oui, il a pu se présenter, c'est ça, mais il a été disqualifié médiatiquement. En fait, son image a été tellement abîmée, etc., que c'était presque, ça aurait été une sorte de résistance de l'électeur, quoi. Mais en fait, je me demande si finalement, ce que disait Jim est très juste, je trouve, sur le fait que ça peut la renforcer de l'intérieur comme une victime, parce que d'ailleurs c'est le grand discours du FN. Ça fait 30 ans qu'ils nous le servent, ce discours d'empêcher, même ce front républicain qui apparaît à chaque élection. Ce front républicain tellement... la dernière fois, c'était vraiment... Beaucoup se sentent volés dans leur vote, en fait, par un front républicain qui se dresse circonscription par circonscription à chaque législative et qui, finalement, empêche le candidat en tête du premier tour d'arriver en tête au second. Donc, en fait, quelque part, je dirais que ça peut être... il peut y avoir un ras-le-bol, en effet, dans l'opinion publique qui fait que ils mettront peut-être leur vote plus fermement pour Marine Le Pen, ou en tout cas pour un candidat RN, aussi pour aller envoyer un peu tout ça valdinguer. Parce que, comme vous le disiez, c'est vrai que si on a encore 2 ans d'un pays dont la politique est, disons, paralysée par le jeu des alliances et puis l'inertie globale, eh bien c'est vrai que dans 2 ans, il est possible que les Français soient très impatients de voir un peu les choses de renverser la table, quoi. Ouais. Loris ? Et à ce sujet, il est intéressant d'entendre ce que dit un élu du Nord, Gérald Darmanin, aujourd'hui ministre de la Justice, d'entendre ce qu'il disait avant qu'il soit nommé ministre de la Justice, lors des réquisitions fin novembre.
Il jugeait choquante la possibilité pour Marine Le Pen d'être condamnée à une peine d'inéligibilité avec exécution immédiate. Et il pointait le risque de creuser, je le cite de mémoire, le fossé entre le peuple et les élites. Et ça, c'est un élu de Tourcoing dans le Nord, fief du Rassemblement national, qui parle l'une des voix justement dans le camp présidentiel qui s'était montrée dérangée par cette possibilité devenue aujourd'hui réalité. Même s'il faut le dire, elle est condamnée au titre d'une réforme qui a été prise et adoptée par le Parlement en 2016, en décembre 2016. La loi Sapin 2. Et avec la plus grande fermeté. Et à l'époque, d'ailleurs, Madame Le Pen avait un discours qui disait que le détournement de fonds par un élu devrait lui valoir inéligibilité à vie. Ouais. Donc, et même récemment, pendant la campagne européenne, Jordan Bardella disait qu'un tout élu condamné était politiquement disqualifié. Donc c'est vrai qu'il y a des séquences vidéo, des très mauvaises archives qui sont en train de remonter pour le Rassemblement national et qui vont coller à Jordan Bardella et à Marine Le Pen comme des sacrés sparadraps. Oui, alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, et ce que vous avez dit sur l'affaire Fillon, l'affaire Fillon n'a pas peut-être gêné autant que ça François Fillon. Il avait déjà chuté dans les enquêtes d'opinion avec un programme très très libéral. Il a échoué finalement à moins de 600 000 voix. Mais il y a eu un brouillage, un parasitage de tout message de Fillon à l'aune de cette affaire. On peut faire l'hypothèse par rapport à Jordan Bardella, si Marine Le Pen n'est pas sur une logique place aux jeunes, si je puis dire, d'un RN qui, dans toutes ses prises d'opposition, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, dans sa fonction d'opposant, de critique du gouvernement, va être renvoyé à cette affaire. Et là, ce type de brouillage, de parasitage, il n'y a pas plus mauvais pour déployer ce qui était prévu, c'est-à-dire jouer cette carte de l'alternative dans la perspective de 2027. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que, fort de cette expérience, eh bien, le personnel politique en France soit pas... se sentent pas obligés ou se disent bon bah il faut changer la loi? C'est une suggestion qui effectivement a été avancée ces derniers jours par des personnalités interrogées à ce sujet. Je pense à l'ex-commissaire européen Thierry Breton hier dans le grand jury RTL Le Figaro. Je pense aujourd'hui à Jacques Attali, des personnalités jugées modérées qui évoquent justement une réforme de cette loi jugée sévère et donc qui, il faut le rappeler, conduit à une automaticité de l'application immédiate de l'inéligibilité, sauf motivation par le juge. Alors que la loi Sapin 2 avait été prise aussi un petit peu dans l'émotion et la précipitation après l'affaire Cahuzac. C'est ça. Politiquement, ça va être quand même très compliqué de trouver une majorité pour revenir en arrière sur des questions de probité. Oui. Je vois bien la tentative, mais il y a, je pense, un effet cliquet sur ce genre de lois qui sont compliquées à modifier. Et on se souvient de l'effet dévastateur dans les années 90, la loi de moralisation des politiques qui avait été prêtée d'une amnistie générale dans l'opinion publique. Le personnel politique dans l'ensemble l'avait quand même payé de manière très forte. Mais il y a quand même un paradoxe dans cette situation, c'est que l'Union européenne, aujourd'hui même, est en train de juger 5 parlementaires européens sur l'affaire Huawei. Il y a eu le Qatargate. Enfin, l'Union européenne, qui est à l'origine de toute cette affaire judiciaire de Marine Le Pen et de son parti, est vraiment au cœur aussi d'une tourmente. On sent que la probité, que on ne lave pas plus blanc que blanc à Bruxelles, ni à Strasbourg. Enfin, je veux dire, on est dans un endroit où aussi la corruption elle est un peu endémique, on est dans un vase clos, dans un bocal où les gens fonctionnent par justement accointance, copinage. Donc en fait, ce jugement sur Marine Le Pen, il est quand même dans un théâtre qui n'est pas crédible, je pense, aux yeux du grand public. On n'est pas dans une affaire où elle a pris de l'argent pour elle, pour s'acheter des billets d'avion, etc. On est dans autre chose. Donc en fait, sa propre personnalité n'est pas en cause. On n'est pas en train de dire qu'elle a été elle-même, pour elle-même, malhonnête, et c'est très important, je pense que c'est une vraie nuance, et en plus elle concerne... Le président du tribunal a parlé d'enrichissement pour le parti. Pour le parti. Pour le parti, mais dans un théâtre qui est quand même assez peu crédible, je ne sais pas si vous... Ce qui se pratique, ce genre de détournement, ce qui s'est pratiqué longtemps,
dans tous les partis et dans toute l'Europe, il faut le dire. Oui, tout à fait. Et je crois qu'il y a un papier qui est sorti sur Jean-Luc Mélenchon, quand il était député européen, qui aurait été sur la même logique. Et l'instruction est en cours. Si François Bayrou suit de près cette affaire, c'est parce qu'il est lui-même impliqué dans une affaire similaire. Il a été relaxé l'année dernière, mais le parquet a fait appel. Et certains anciens eurodéputés, ont été condamnés. Et là, on attend justement un procès en appel qui n'est pas fixé, dont la date n'est pas fixée pour le moment. Et c'est ce qui fait que François Bayrou et ses soutiens ont suivi de très près les réquisitions, puis le prononcé de la peine aujourd'hui. Après, on est sur un rapport de 1 à 10 dans les sommes des sommes évoquées. Entre le MoDem, c'est autour de 400 000 euros et 4 millions d'euros pour le RN. Alors, la situation étant ce qu'elle est, le paysage politique étant encore une fois chamboulé, la deuxième partie de l'émission, j'ai voulu que c'était difficile de lui trouver une question. Donc j'ai dit, faites vos jeux pour la présidentielle. Hein, faites vos jeux, donc je vais vous écouter. Vous n'avez pas dit ça. Et comme ça, vous allez nous dire un petit peu... Non, mais ce qui est sûr, c'est... par là, je voulais dire que le paysage politique est complètement chamboulé. Les candidats potentiels à l'élection présidentielle vont être obligés de changer peut-être un peu leur stratégie. Et qu'est-ce que ça peut changer déjà, à votre avis, dans les rapports de force, cher Frédéric? Déjà, c'est une élection de renouvellement 2027, une élection où le président ne se représente pas. Je pense à 95, je pense à 2007, je pense à 2017. Ça fait naître des ambitions très fortes. On se serait vu il y a 10 ans, le 31 mars 2015, on aurait parlé peut-être présidentiel. Jamais le nom d'Emmanuel Macron n'aurait été cité. On sait comment ça s'est, si je puis dire, terminé. Il y avait une favorite, plutôt une personne en pole position. Ce n'est plus le cas, en principe. Il y avait aussi un espoir chez beaucoup de prétendants, notamment du bloc central, voire de la gauche, qui est Marine Le Pen, c'est une bonne candidate de premier tour, mais le second tour reste très difficile pour le RN, qui subit la logique de vote d'élimination, que Guy Mollet puis Charles Pasqua avait théorisé. Premier tour, on choisit, en second tour, on élimine, et beaucoup disaient même que c'était une moquerie de leader de gauche, même contre une tasse à café ou une chaise de jardin. Marine Le Pen peut être battue à une élection présidentielle. Ce schéma d'élimination disparaît. Alors peut-être qu'il jouera pour Jordan Bardella. Mais c'est vrai que je reprends votre expression du début, Jim, la tectonique des plaques, l'union des droites. L'union des droites, Marine Le Pen n'en a jamais voulu en entendre parler. Je crois que Jordan Bardella est plus ouvert là-dessus. Quand on prend notre sondage IFOP-JDD, on a l'addition, qui n'est pas une addition parfaite, Dupont-Aignan, Zemmour, Le Pen, qui est à 45%. Il y a les 11% de Bruno Retailleau. Ça peut peut-être changer la donne. Maintenant, sur les personnalités, il y a tellement pléthore de candidats, notamment du côté de candidats potentiels, du côté du bloc central, même si pour l'instant, il y a un candidat vraiment déclaré, c'est Édouard Philippe, que une fois de plus, on va être sur de l'incertitude très très forte, comme on s'en souvient en 95, jusqu'au retrait de Jacques Delors, l'élection de Lionel Jospin, on était fin janvier 95. Il peut y avoir vraiment des changements jusqu'au bout sur l'offre. Vous disiez le risque dans le bloc central, évidemment, ça va énormément changer la donne. Effectivement, Édouard Philippe, on l'avait chroniqué, raconté dans le Figaro ces derniers mois, se préparer à un face-à-face face à Marine Le Pen, commencer à élaborer une riposte sous l'angle le RN n'est pas fiable parce qu'il a changé d'avis ces dernières années sur l'euro, sur l'Union européenne notamment. S'apprêter, contrairement à certaines hautes figures du bloc central, à attaquer Marine Le Pen sur le fond, justement, et sur son programme, plutôt que sur le passé du Rassemblement national. Il est en train, sans doute, de revoir sa stratégie, gardant partie de cet argumentaire-là et changeant une autre partie, notamment pour s'adapter éventuellement au scénario Jordan Bardella. Je parlais tout à l'heure justement du scénario dans lequel Édouard Philippe pourrait se présenter comme celui qui a été Premier ministre, qui a gouverné, notamment dans une période comme celle du confinement et de l'épidémie du Covid-19, face à un Jordan Bardella que l'entourage d'Édouard Philippe présente comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Voilà
un peu le cadre rhétorique dans lequel pourra s'inscrire un Édouard Philippe face à potentiellement un Jordan Bardella. François Bayrou, lui, qui ne renonce à rien et n'a pas renoncé à l'élection présidentielle, quand on parle avec lui, il dit en privé que, de la même manière, il estime qu'une élection présidentielle demande une épaisseur politique, demande de l'expérience politique, et que Jordan Bardella en est dépourvu, c'est ce qu'il dit en privé. Donc voilà les termes du débat s'agissant là du bloc central. Mais Jim, à qui profite le crime? C'est sûr que là, tout le monde va partir un peu à la chasse aux électeurs RN. Je pense que Gérald Darmanin, par exemple, va se dire qu'il peut récupérer une partie de cet électorat populaire auquel il croit pouvoir parler. Gabriel Attal, qui avait affronté Jordan Bardella pendant la campagne européenne, doit se dire que le duel épisode 2 avec Bardella, ça peut lui réussir. Bruno Retailleau, qui va très régulièrement sur les thèses, une partie des thèses du Rassemblement national, et ça a été aussi le cas dans son combat récent sur le dossier algérien, se dit qu'il va pouvoir, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2007, faire revenir une partie de cet électorat dans la droite traditionnelle. La réalité, c'est que pour tous ces candidats potentiels, la marche est quand même très haute, quel qu'il soit. Bruno Retailleau est à 11%, je crois, dans le sondage que vous avez réalisé pour le JDD hier. On est quand même très loin des 37-38% auxquels était donné Marine Le Pen. Donc peut-être qu'il y aura un petit transfert de voix, peut-être qu'il y aura une partie des électeurs qui iront vers l'abstention, tout ça est possible. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ce sont eux qui restent les favoris pour un premier tour à l'élection présidentielle. Je pense que cette donne-là ne change pas radicalement. Moi, j'ai une confidence de l'homme qui est dans la voiture tout le temps avec Marine Le Pen, qui me disait que quand Jordan Bardella, parce que je me demandais s'il y avait vraiment une feuille de papier à cigarette entre ces deux personnalités, et il me répondait, vous savez, dès que Bardella part faire une télévision ou répondre à des journalistes, il passe toujours un coup de téléphone à Marine Le Pen en calant vraiment ces éléments de langage avec elle. Je trouve que c'est intéressant. En fait, je pense qu'elle sera vraiment en sous-main. C'est-à-dire qu'il ne va pas parler tout seul. Et à mon avis, il va parler à partir d'elle. Il sera ventriloque alors. Il sera complètement ventriloque, à mon avis. Mais ça lui ira très bien d'ailleurs. Oui, mais j'entends ce que vous dites, c'est très intéressant, mais pour une élection présidentielle, le soupçon de ventriloquie, je ne sais pas si ça se dit, ou de ne pas être un candidat autonome, par rapport à ce qu'est l'imaginaire d'une élection présidentielle, le super candidat. N'oublions pas aussi, par rapport aux élections présidentielles passées, les questions internationales. L'époque où, pendant une campagne présidentielle, la mondialisation disparaissait, les contraintes européennes n'étaient plus là. Ah là, c'est plus du tout le cas. On ne faisait que célébrer le pays dans ses atouts pour envisager un avenir heureux et désirable. Moins que jamais, là. Moins que jamais. Donc, est-ce que Jordan Bardella sera crédité d'une expérience internationale? En tout cas, là aussi, il va devoir faire ses preuves. Et c'est ce qu'on se disait. Un duo, un ticket, ça peut avoir des avantages, mais ça peut vraiment être vu comme une question que poseraient les Français. Mais pour qui vais-je voter? Qui est-il vraiment? Et est-ce que si je vote pour lui, je ne vote pas finalement pour elle? Donc, on va peut-être un petit peu loin sur l'offre électorale, mais on est aussi là sur des moments qui vont être complètement inédits par rapport aux élections passées. Alors, Loris, on a vu par rapport à la droite, ça change pas mal de choses. Si elle est disqualifiée, encore une fois, c'est pas encore 100% sûr. Qu'est-ce que ça change à gauche? Ça leur facilite peut-être un peu la tâche aussi, non? Je ne sais pas. Pour le moment, le paysage tel qu'on l'entrevoit, c'est un Jean-Luc Mélenchon qui est dominant, un candidat issu de la gauche modérée de type Raphaël Glucksmann qui est crédité d'un score notable dans votre 11%, hier, 11%. Comme Retailleau, ce qui est des bons scores pour des candidats qui n'ont jamais fait le moindre pas vers une candidature. Et Retailleau et Glucksmann, c'est des scores très très encourageants. Ouais. Et donc la question de l'union de la gauche est éternelle et continue de se poser. Quant à l'effet de ce jugement sur l'état de la gauche, je ne sais pas si c'est l'espace politique dans lequel les plaques tectoniques vont le plus bouger. Oui.
En tous les cas, Bardella, si c'est lui qui remplace Marine Le Pen, et si elle n'est pas qualifiée, il est dans la même posture d'être quasiment, sauf grosse catastrophe, d'être au deuxième tour. Oh là, je ne vais pas vous répondre comme ça, oui, de manière définitive. Ça paraît, compte tenu Surtout de que c'est enregistré. Hein. Oui, en plus, et puis c'est même diffusé, je crois. Compte tenu de ce niveau, ça paraît peu probable, mais vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de Dominique Strauss-Kahn, c'était le candidat de la gauche, même si un petit peu avant l'affaire de New York, déjà François Hollande le rattrapait franchement. Alors, il faut dire ce qui est. On dit toujours, le favori 2 ans avant d'une élection présidentielle n'est jamais le vainqueur possible. On le voit ce soir, mais il y a eu bien sûr des élections où le vainqueur 2 ans avant a gagné. François Mitterrand n'avait jamais été donné battu à partir de 86-87, c'est ce qui s'est passé. Le Nicolas Sarkozy de l'épopée, de 2005-2007, à part peut-être un 50-50 dans un second tour face à Ségolène Royal, était toujours largement premier au premier tour et l'emportait dans tous les scénarios. Effectivement, il y a quand même un tel poids... Emmanuel Macron en 2022. Oui, voilà, il y a exactement. Il y a un tel poids du vote RN, de ce parti qui est devenu un parti de masse, attrape-tout. À minima, le vote d'étiquette, qui est marginal pour la présidentielle, assure vraiment un socle de 20-25% quasi assuré, et à Marine Le Pen et sans doute à Jordan Bardella. Ce qui est intéressant sur la dynamique du vote RN, c'est de voir à quel point il traverse toutes les polémiques et il continue à sa progression, quoi qu'il arrive. Ouais. On observe ça sur ces dernières années, quelle que soit l'actualité des uns et des autres, les moments de forme ou de faiblesse des uns et des autres, les polémiques, les erreurs, parce qu'il y en a qui sont importantes. Ouais. Eh bien, en fait, ça n'a très peu d'incidence, vous me confirmerez ça, Frédéric, sur les intentions de vote. Donc là, ça va être la question, en effet, de savoir si ce séisme va provoquer un changement majeur ou pas, mais c'est loin d'être sûr. C'est loin d'être sûr. Est-ce que vous trouvez normal qu'un parti qui, depuis 20 ans, justement, progresse de façon continue, n'ait pas d'autres figures que celle de Marine Le Pen qui est émergée en son sein? Je veux dire, tous ceux qui... Il y a très très peu de... Pour moi, quand je pense aux 140 députés actuels à l'Assemblée nationale estampillés RN, je n'ai pas de tête qui se... Vous voyez? Alors, peut-être moi, je ne suis pas une journaliste politique à 100%, donc mais je ne vois pas de grande figure au sein du parti qui émerge à part Bardella. C'est probablement le fait que ce parti, ce mouvement politique a été construit de façon verticale, toujours, que les partis populistes et les partis des extrêmes, qu'ils soient à droite ou à gauche, sont des partis qui fonctionnent à partir d'un chef. Le chef, c'est le chef qui commande, et c'est vrai dans tous les partis populistes que vous voyez de par le monde, en Italie, en Allemagne, et maintenant aux États-Unis. C'est tout le contraire de partis qui sont construits je dirais, de façon plutôt démocratique, collégiale, même si à terme, on s'aperçoit qu'une présidentielle, en tous les cas pour ce qui est en France, se gagne toujours, non pas grâce au parti, mais grâce à la figure qui le représente. Donc ça le rend très vulnérable devant une décision comme celle d'aujourd'hui. Et évidemment, c'est ça qui... mais c'est ce qui change la donne, bien sûr. Et puis, il y a aussi, évidemment, au RN, la dimension familiale qui est très particulière. Alors, en plus, puisque là, c'est intéressant. L'autre séisme, également, cette journée de politique et judiciaire, c'est que pour la première fois de l'histoire du Front National, Rassemblement National, on pourrait avoir un non-Le Pen qui serait candidat à l'élection présidentielle. Mais qui a failli l'être. Après 8 candidatures, Le Pen, 5 de Jean-Marie et 3 de Marine Le Pen. Et ça serait Jordan Bardella, vraisemblablement. À suivre. Il est l'heure de passer à la dernière séquence de notre émission, qu'on a consacrée complètement au séisme, au cataclysme Le Pen, ou judiciaire, c'est plutôt un cataclysme judiciaire d'ailleurs. Savoir quels sont vos coups de griffe et vos coups de cœur de la semaine. On commence par vous, Loris. Alors, mon coup de griffe de la semaine, c'est la visite du vice-président américain J.D. Vance au Groenland cette semaine, en précisant les ambitions des États-Unis. Alors, il a tenté de rassurer en disant pas d'annexion par la force, mais un parapluie américain, un rapprochement. Et c'est un coup de griffe de ma part parce qu'on est entre les élections législatives au Groenland, les élections municipales demain en pleine période électorale, et voilà qu'un représentant éminent
de la présidence américaine sera à nouveau au Groenland pour affirmer des ambitions face à une population qui s'est exprimée donc, il y a quelques semaines, qui a porté au pouvoir une coalition associant non-indépendantistes et indépendantistes et qui veut se tenir à très bonne distance des États-Unis, même si ils veulent évidemment des partenariats économiques. Mon coup de cœur... Ce qui est intéressant, oui, pour rebondir sur cette histoire du Groenland, c'est que ça va être la nouvelle donne aussi de la présidentielle de 2027. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que les candidats vont être obligés de se déterminer vis-à-vis d'une politique étrangère et d'un extérieur proche ou lointain qui est on ne peut plus menaçant. C'est-à-dire qu'on va revenir peu ou prou très vite à ce qui était la politique des empires du 19e siècle, et qu'il va falloir que la France, là-dessus, elle soit très ferme, ou en tous les cas qu'elle ait des idées très claires sur ce qu'elle veut de l'Europe, et des idées très claires sur ce qu'elle veut des ennemis de la France et de l'Europe, ou ceux qui se présentent comme des adversaires de la France et de l'Europe, c'est-à-dire, d'une certaine façon, les États-Unis, c'est comme ça, la Chine, évidemment, la Russie. Ça, c'est une donne qui est quand même très neuve. Et pour ça, c'est sûr que la jeunesse et l'absence d'expérience de quelqu'un comme Jordan Bardella peut être un handicap. Est-ce que je peux en profiter pour faire mon coup de griffe? Bien et sûr. Après je relaisse. Alors allons-y. C'est exactement sur ce sujet. Mon coup de griffe, c'était vis-à-vis de ces partis qu'on appelle les partis nationalistes, qui sont censés défendre la souveraineté de la France. Eh bien, je les trouve étonnamment silencieux vis-à-vis de Donald Trump et de Vladimir Poutine, puisque les attaques viennent maintenant des deux côtés. On a vu Vladimir Poutine s'attaquer à la France sur Mayotte, en disant que la France n'avait pas de souveraineté à Mayotte, puisqu'il y a aussi des intérêts russes dans l'océan Indien. Et puis évidemment, on a vu cette lettre de l'administration américaine envoyée aux entreprises françaises. C'est proprement hallucinant en termes de souveraineté. Et je trouve que... Vous pouvez ajouter la Chine et l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. Voilà, que ces partis-là auraient intérêt, en tout cas dans ce que vous venez de dire, dans la course qui s'engage pour 2027, à hausser le ton vis-à-vis de ce qu'on peut considérer comme des adversaires et non plus des alliés. Oui, tout à fait. Je laisse la parole. C'est une donne qui me paraît tout à fait Et s'agissant de mon coup de cœur, on quitte les empires et le Groenland pour l'Opéra Garnier, puisque j'ai vu ces derniers jours un très beau ballet contemporain, une soirée ballet contemporain, en réalité deux ballets, l'un concentré en une même soirée, l'un d'une chorégraphe israélienne qui s'appelle Sharon Eral, l'autre d'un chorégraphe suédois qui s'appelle Mats Ek. Qu'on voit à l'écran. Qu'on voit à l'écran, voilà, c'est jusqu'au 18 avril à l'Opéra Garnier. Le premier ballet s'appelle Vers la mort, c'est tout en gestes saccadés, en spasmes, c'est très rythmé, sur une musique beat électro, ça emporte le public. Et quant au deuxième, s'appelle Appartement, et on peut d'ailleurs le voir en ligne sur Internet dans une précédente représentation. Ce sont des scénettes dansées autour d'objets de la vie quotidienne avec une mémorable, et ça fait d'ailleurs l'image, une mémorable danse des aspirateurs. C'est déjanté et vous passez, Yves, une très bonne soirée. Garanti. Donc, suivez les conseils de Loris. Alors, Jim, on va finir avec le coup de... Je sais que Loris aime bien les coups de cœur culturels, donc j'ai décidé de faire comme lui. Alors moi, il s'agit d'une série que vous avez peut-être vue, en tout cas dont on parle beaucoup, qui est diffusée sur Netflix, qui s'appelle Adolescence. C'est une série anglaise produite par un acteur assez connu qui s'appelle Stephen Graham, et qui est un coup de poing, en tout cas moi je l'ai perçu comme ça, à la fois esthétique, de mise en scène, puisqu'il s'agit de 4 épisodes filmés uniquement en plan séquence, c'est-à-dire sans interruption de la caméra, un seul plan filmé en une fois, donc déjà ça au niveau technique c'est très impressionnant, mais ce qui est aussi plus important, et là on rejoint le politique, c'est qu'il y a un message très fort qui est véhiculé sur ce que c'est d'être un adolescent, un jeune aujourd'hui, et les dangers des réseaux sociaux, du harcèlement à l'école, de la pornographie, du masculinisme à outrance. Tout ça, c'est des thèmes qui sont abordés de façon très cash dans cette série, et je pense que c'est presque d'utilité publique. En tout cas, je sais que le Parlement, par exemple, anglais, a conseillé à tous les députés, tous les lords et les députés de regarder cette série. Et il va être diffusé dans des collèges et lycées aussi, ça a été annoncé tout à l'heure, je crois. Donc
En France ? Je vous invite à la regarder France, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Ouais. Et ça va être diffusé dans des collèges et lycées en Ça a France. été décidé, mais non, à l'étranger. Peut-être, pas en ouais. France. Ouais. Ah oui, à l'étranger, oui. Je sais qu'en Grande-Bretagne, c'est un succès. Ouais. Ça a réveillé d'une certaine façon une partie de la société britannique. Vous me permettez de tricher, parce que j'avais oublié qu'on pouvait donner des coups de cœur culturels en une phrase. Je suis allé voir un film qui s'appelle Radio Prague, qui est absolument extraordinaire sur la résistance des personnels de la radio tchécoslovaque au moment du coup de l'invasion des troupes du pacte de Varsovie. Entre parenthèses, l'argument, j'avais oublié cette affaire, et je l'avais lu pourtant, l'argument des soviétiques de l'époque, c'était à Prague, il y a un gouvernement fasciste, nazi, voilà, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Mais j'avais un coup de cœur et un coup de gueule sondagier, un peu centré. Le coup de cœur, c'est la commission d'enquête parlementaire qui se réunit depuis maintenant plusieurs semaines sur les élections en France, qui fait du bon travail. Et il y avait une partie sondage. Elle est présidée par Thomas Cazenave, l'ancien ministre de l'économie, et Antoine Léaumont Des comptes publics. Des comptes publics, tout à fait, des comptes publics, et Antoine Léaumont de la France Insoumise. Et il y a eu une réunion qui est visible sur Internet. Tout a été filmé avec tous les responsables d'instituts de sondage. Il y a eu un dialogue assez fructueux où les instituts, IFOP et d'autres, ont pu faire de la pédagogie sur les enquêtes, leur fabrication, leurs limites, parce qu'il y a des limites bien sûr, leurs effets dans le débat public, et c'était plutôt en bonne intelligence, ça, et plutôt de manière respectueuse. Mon coup de gueule, c'est ce qui a été produit hier à 3 reprises par Jean-Luc Mélenchon sur X, c'est-à-dire des 3 tweets très offensifs et agressifs vis-à-vis de l'IFOP, suite à notre sondage dans le journal du dimanche, et une vraie fake news en disant que systématiquement l'IFOP, qu'il a appelé IFLOP, un homme politique qui fait des calembours et des jeux de mots, je ne sais pas si vous avez la référence, mais moi je l'ai, qui dit que systématiquement, à chaque scrutin présidentiel, l'IFOP sous-estime exprès Jean-Luc Mélenchon, et on vient de publier un communiqué qui montre que c'est bien sûr faux. En 2012, nous l'avions donné à 13%, il était donc surestimé. En 2017, nous l'avions donné entre 19 et 19,5 son score exact. Et en 2022, nous l'avons sous-estimé de 4 points, 17,5-18 versus 21,5. C'était assez intéressant de voir le meilleur sur le débat sur les sondages à l'Assemblée et peut-être le pire avec de la caricature et l'objectif de mobiliser des meutes. On comprend votre courroux. Voilà. Guillaume. Coup de cœur ? Coup de cœur, non, coup de griffe. Coup de griffe d'abord. Alors, moi, je trouve qu'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, est resté trop longtemps. Trop longtemps, c'est pas possible. Parce qu'il quitte sa fonction. Enfin, après 7 ans, mais 7 ans, c'est pas comme si on est 7 ans collègues de travail parmi... Non, ils sont collés, les 2 bureaux sont collés. Moi, je suis allée le voir, d'abord, il s'appelle Kohler, et je suis allée le voir dans son bureau, et j'ai vu, il n'y a pas un tableau sur les murs, tout est très sec, et il est extrêmement hands-in. Il est vraiment les mains dans le cambouis, dans le goudron en permanence. Il est tout le temps au téléphone avec tous les ministres et ça fait 7 ans. Ça épuise un homme, je pense, ce pouvoir-là. Il est trop intriqué dans sa relation avec Emmanuel Macron pour continuer à lui dire la vérité. Je crois que ça a fragilisé probablement cette présidence. Et en plus, il était directeur de cabinet d'Emmanuel Macron entre 2014 et 2016. Donc en fait, à Bercy. Ce compagnonnage... Ça faisait 10 ans en tout. Ça fait 10 ans, ce compagnonnage de 11 ans. C'est pas possible que ce soit possible. Si nous écoute là, Guillaume de Monjou a dit ça suffit. On lui souhaite vraiment d'être heureux à la Société Générale et de se reposer, de passer des vacances avec ses 3 enfants, voilà. Et ça c'est la première chose. Je trouve que vraiment il faut respirer quand on est au pouvoir. On s'imagine pas à quel point ça doit altérer quand même le discernement au bout d'un moment. Et donc je pense que c'est très bien de. Ça c'est mon coup de griffe et mon coup de cœur. J'en ai 2, mais parce que j'ai envie d'en octroyer un parce que je suis allée voir La Cerisay à la Comédie Française, cette pièce d'Anton Tchekhov qui raconte la fin d'un monde. Et je trouve que très souvent, quand c'est très bien joué, on est aujourd'hui dans ce temps du déni où le monde qu'on a connu, qu'on a aimé enfant, disparaît sous nos yeux et on est dans le déni, on continue à avoir nos mécanismes d'avant, etc. Et je trouve que c'est une prise de conscience, cette façon qu'a le théâtre russe de nous mettre face au réel est très très impressionnante. Et mon coup de cœur, c'est cette femme dont le nom ne vous dira rien, Marie-Hélène Sagas, qui est une femme qui a 80 ans et qui a
à qui une Oui, association bénévole Ouais. belge a permis de retrouver le portefeuille qui avait appartenu à son père, déporté à 32 ans. Elle ne l'a jamais connu parce qu'il était résistant et il faisait passer des Juifs de l'autre côté des Pyrénées. Et il a été dénoncé, il est allé à la Gestapo, il a été tué en déportation. Et donc, elle retrouve son portefeuille après 80 ans et elle colle sa joue contre ce portefeuille qui a appartenu à son père. Et elle dit « C'est toi, papa ». J'ai trouvé ça génial. Magnifique. C'est un article du Monde. Magnifique, magnifique. Merci Guillaume, merci à vous quatre. Grâce à vous, on a pu analyser eh bien, ce rebondissement colossal, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, dans la campagne électorale en vue de 2027. À très bientôt, à lundi prochain évidemment. 22h, même heure, même endroit, même chaîne. Et toujours autant de qualité.